Bonjour, mon nom est Pierre Giard. Du 31 août au 2 octobre 2016, André Gingras et moi avons marché un peu plus de 600 km de la Méditerranée à l'Atlantique, le long du piémont des Pyrénées. Un chemin peu fréquenté dans une région de France chargée d'histoire que le temps et les marcheurs semblent avoir oublié. Je tiens à vous dire que ce que vous allez voir est une version parmi d'autres de ce chemin peu connu. Les manières de se rendre aux différentes étapes peuvent varier d'un marcheur à l'autre. C'est donc un chemin bien personnel que nous vous présentons ici. Nous avons commencé notre chemin à Narbonne, à quelques kilomètres de la Méditerranée. Fondée par les Romains, Narbonne fut une des plus grandes villes de la Gaule. Aujourd'hui, elle est la ville la plus peuplée du département de l'Aude, avec 53 000 habitants. À notre arrivée, il fait très chaud, soit 36 degrés à l'ombre, et on annonce la poursuite de la canicule pour plusieurs jours. Premier changement par rapport au chemin proposé par les guides, nous ne passerons pas par la région plutôt aride des Corbières dans l'Aude. Au lieu d'aller vers le sud, nous piquons vers l'ouest. Tout au long de cette présentation, nous suivrons une ligne rouge. C'est notre parcours, tel qu'il s'est enregistré sur mon GPS au fil des jours. Nous avons traversé de la Méditerranée à l'Atlantique, au pied des Pyrénées, sans jamais faire de haute montagne, et en se tenant toujours du côté français de la frontière. Pour sortir de Narbonne, nous avons décidé de suivre les canaux jusqu'à Carcassonne, situé à 82 km plus loin. Pourquoi les canaux? On s'est dit qu'être près de l'eau et à l'ombre des platanes serait plus rafraîchissant que de marcher au milieu des champs. On a donc longé, l'un après l'autre, le canal de la Robine, le canal de la Jonction, puis le canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première journée fut la plus longue de notre parcours, 33 km sous une chaleur intense. 2 autres journées d'environ 25 km nous mèneront à Carcassonne. Nous coucherons dans un dortoir à Argence-Minervois et dans une petite auberge à la Marseillette. Construit au XVIIe siècle, le canal du Midi permet de relier Toulouse à la Méditerranée. Pendant 250 ans, les barques n'avaient pas de moteur et étaient tirées par des chevaux. Pendant 3 jours, nous marcherons sur les chemins de halage où étaient les chevaux. Heureusement, on n'a pas tiré de péniche, notre sac à dos nous suffit amplement. Il n'y a pratiquement personne sur les sentiers. Le canal vit au rythme des péniches, qui se déplacent à peu près à la même vitesse que nous. Ils nous dépassent dans le canal, puis on les rattrape aux écluses. Carcassonne fut une des plus belles étapes de notre parcours. La cité de Carcassonne est un ensemble architectural médiéval exceptionnel. Cette cité fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double muraille, qui fait près de 3 km de longueur et qui comporte 52 tours. La cité comprend également un château et une basilique. Carcassonne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand on y entre, on a l'impression de faire un voyage dans le temps. La cité médiévale a amorcé un lent déclin dès le XVIIe siècle au profit de sa basse ville. Petit à petit, elle est tombée en ruine. Le château a été transformé en prison. On a volé les pierres des tours et des murailles pour construire des bâtiments ailleurs. En 1853, Napoléon III approuve et finance la restauration de la cité. Le gros des travaux sera terminé au début du XXe siècle. Carcassonne est maintenant un site touristique très important, avec plus de 2 millions de visiteurs par année. Nous couchons 2 nuits à Notre-Dame de l'Abbaye, un ancien monastère, situé à 5 minutes à pied des murailles. On quitte Carcassonne pour aller à Arzance, 18 km plus loin, une commune de quelques 1200 habitants. On retrouve les balises du chemin du Piémont qu'on avait abandonné en marchant le long des canaux. On traversera plusieurs vignobles et les villages de Lavalette et d'Alérac.
Le seul restaurant d'Arzance est heureusement très recommandable. On y prend une bonne bière et puis une deuxième. On y retourne souper. On couche dans un dortoir d'une dizaine de places. Il est vide. Ce ne sera pas la dernière fois que nous serons seuls dans un gîte. Le lendemain, on croise Montréal, beaucoup plus petite que notre Montréal au Québec. L'édifice le plus imposant est l'église, la collégiale Saint-Vincent. Construite sur une colline, elle domine toute la région. Nous continuons vers Fangeau. Les collines commencent à être plus brisantes, mais ne sont jamais très abruptes. Aujourd'hui, on monte près de 700 mètres, 2,5 fois le Mont-Royal. On longe les vignobles, les vins du pays d'Oc et les champs de tournesol desséchés. Ce soir, on couchera au couvent Saint-Dominique, un endroit magnifique avec une très belle vue sur la vallée de Fangeau. Il n'y a plus que 2 religieuses dans le couvent. Elles nous invitent à assister au vêpres avant le souper. Comment dire non? C'est une première pour André et moi. Quelques cantiques et du silence pendant 1 heure, puis une phrase, une seule, que je crois est adressée à moi, personnellement. Et toi, qui es-tu pour juger les autres? Ce sera un sujet de méditation pour les prochains jours. Du temps pour méditer, on va en avoir beaucoup le long de ce chemin. Si le chemin du Piémont des Pyrénées est un chemin de contemplation et de grande beauté, c'est aussi un chemin de solitude. En effet, durant les 30 jours de marche, on ne rencontrera que 4 autres marcheurs le long de ce chemin. Ce n'est pas la foule, on sera seul dans la plupart des dortoirs et des gîtes. En 2017, 301 000 pèlerins se sont rendus à Saint-Jacques. 181 000 pèlerins ont marché le long du Camino Frances. 59 000 pèlerins sur le Camino portugais. 18 000 sur le Camino del Norte. 14 000 sur le Camino Primitivo. Et pour le chemin du Piémont des Pyrénées, à peine quelques centaines. À la fin du 7e jour, nous arrivons à Mirepoix, une commune de 3000 habitants dans le département de l'Ariège. L'endroit le plus intéressant est la place des Couverts, des terrasses couvertes qui datent du 15e siècle. Sous le premier étage, des maisons à colombage qui entourent la place, les couverts, qui sont soutenus par des piliers en bois, abritent de nombreuses boutiques, cafés et restaurants où les promeneurs peuvent s'attabler. Ce soir, nous sommes reçus par Claire. Elle nous accueille chez elle, où elle vit seule avec son gros chien. Elle offre le gîte et les repas. Elle adhère au principe du donativo. On paye ce que l'on veut ou ce que l'on peut. C'est ma première expérience pour ce type de tarif. Je lui demande ce qui lui ferait plaisir. Elle me répond de donner vraiment ce que je peux et me dit qu'il lui est déjà même arrivé
de donner de l'argent à un pèlerin sans le sou. Le lendemain, sur la route, on visite la curieuse église de Notre-Dame de Vals. Construite dans la roche, elle est à mi-chemin entre la caverne et l'église. Autre particularité, elle est construite sur 3 niveaux. Le début de la construction de cet étrange bâtiment date du Xe siècle, il y a plus de 1000 ans. À la fin de la 8e journée, on arrive dans le minuscule village de Ludiès, 77 habitants. Et nous sommes accueillis par Françoise, qui vient vers nous avec une bière dans chaque main. Il fait chaud et ce geste de bienvenue est des plus appréciés. Nous logerons dans la Barraquesse, une ancienne porcherie qu'elle et son mari Gérard ont transformée en superbe logement. J'y resterai une journée de plus que prévu pour soigner une blessure au pied que je traîne depuis des mois. André marche seul vers Pamiers. J'irai le rejoindre en fin de journée, reconduit en voiture par Françoise. Pamiers est la ville la plus peuplée de l'Ariège avec ses 15 500 habitants, assez grande pour avoir des magasins de sport où André peut remplacer ses chaussures de marche qui ont rendu l'âme quelques jours auparavant. Au 13e siècle, la ville devient un évêché et rayonne grâce à la religion. Une quinzaine d'ordres religieux viendront s'y établir, dominicains, franciscains, augustins, jésuites. Nous serons accueillis par Anne, une Française qui a vécu plusieurs années sur l'île de Montréal, à Westmount. Seule, elle habite maintenant une trop grande maison. Pour joindre les deux bouts, elle héberge 5 ou 6 étudiants qui fréquentent un des nombreux collèges de la ville. Et comme on peut toujours faire de la place, elle accueille aussi les pèlerins qui passent par Pamiers. Je coucherai dans un corridor. Nous reprenons notre route d'une colline à l'autre. Rarement aura-t-on vu des gens aussi vivants dans un village aussi mort. Une dizaine de maisons dont le tiers semble abandonné, voilà Montaigu-Plantourelle. La principale attraction du village, ce sont nos hôtes, Evelyne et Patrick. Leurs pots de fleurs, bains d'oiseaux, tables de jardin, tout se retrouve sur la rue. À l'intérieur, des centaines d'éléphants en céramique. Evelyne nous dit que ça porte chance, mais ne se souvient plus quand et pourquoi elle a commencé à les collectionner. Peu importe, ça fait joli, comme les décorations de Noël qu'elle allume pour éclairer le salon. Ce soir, Patrick et Evelyne reçoivent des amis, les autres membres de leur troupe de cracheurs de feu. C'est bien vrai, ils font des spectacles dans les fêtes de village de la région. On peut retrouver de leurs photos sur Internet. Le reste du village, en piteux état. Nous repartons tôt le lendemain, avant que nos hôtes se lèvent. Il fait beau, les nuages flottent dans la vallée. Nous marcherons 26 km aujourd'hui. Un jeune chien nous suit et ne veut plus nous quitter. Nous le donnerons à un éleveur de chèvres pour qu'il le ramène à son maître. On reprend notre marche silencieux sur un chemin qui est une succession continue de paysages magnifiques. Aujourd'hui, nous arrêtons au Mas-d'Asile, petite ville de 1200 personnes. On couche dans un dortoir situé au-dessus d'une chapelle protestante. Il y a une dizaine de lits disponibles, mais on est seul. Comme pour beaucoup de communes de la région, l'histoire de la ville est associée à la religion. La foi protestante s'y établit en 1540 et y est encore présente. Aujourd'hui,
La principale attraction de la ville est une immense grotte traversée par une route et par la rivière Arise qui l'a creusée. Cette cavité aux dimensions imposantes fut occupée par les humains à différentes époques préhistoriques. Aujourd'hui, nous marcherons environ 18 km parmi les collines pour se rendre à Saint-Lizier, un des plus beaux villages de notre chemin. Saint-Lizier est une petite ville de 1400 habitants. Habitée depuis la préhistoire, Saint-Lizier prend de l'expansion et du prestige au Moyen Âge, où 2 cathédrales sont alors construites. Une dans l'enceinte du majestueux Palais des Évêques et l'église paroissiale appelée elle aussi cathédrale. Le cloître de cette dernière est particulièrement remarquable. Depuis 1998, ses principaux monuments sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous coucherons dans un dortoir situé dans un bâtiment annexe de l'église paroissiale. On quitte le matin pour s'approcher un peu plus des montagnes. Nous nous replongeons dans la solitude. Situé sur la route des Cols, le village de Castillon-en-Couserans compte environ 400 habitants. Nous couchons dans un ancien pigeonnier. Les lits sont à l'étage supérieur, qui donne sur un petit parc. Les toilettes et la douche sont à l'étage du bas, qui ne communiquent pas avec l'étage du haut. Pour aller aux toilettes, il faut sortir dehors, traverser le parc et se rendre sur la rue principale. Pas très pratique la nuit. Nous partons le matin pour Portet d'Aspet, ce sera notre journée la plus montagneuse. 1050 mètres de montée et 700 mètres de descente. Cette région des Pyrénées est en déclin démographique depuis plus d'un siècle et demi. Aujourd'hui, on y retrouve très peu de jeunes et les villages semblent essentiellement occupés par des personnes âgées. On estime qu'environ 18% de la population vit dans la pauvreté. Sous de belles images, il se cache parfois une réalité un peu moins reluisante. À quelques reprises, nos hôtes nous ont dit que plus jeunes, ils étaient partis travailler dans les villes et ne sont retournés vivre dans la région qu'une fois à la retraite.
Le minuscule village de Portet d'Aspet, 70 habitants, ne possède qu'un seul commerce, le bar à Joe. C'est là où nous logeons. Le dortoir est au grenier, la toilette est au bar et la douche est dans la cour. Le plat du jour est le même le midi et le soir. Peu de clients, à part les habitués, et quelques grands chiens étendus entre les tables. Après un rapide tour du village et quelques bières, nous allons nous coucher. Le village est célèbre quelques minutes par année, lorsque les coureurs du Tour de France le traversent à toute vitesse. Nous quittons Portet d'Aspet sous la pluie. Une des rares journées du voyage qui ne fut pas clémente. Je continue à prendre des photos avec mon cellulaire, qui me sert de caméra, de téléphone, de liste de contacts, de carte géographique et de GPS. Mauvaise idée. Le iPhone n'aime pas l'eau et meurt. Il ressuscitera à Lourdes. À Juset-d'Izeau, nous sommes accueillis chez Michel et Julie. Belle chambre et bon repas. Nos hôtes sont fiers de recevoir des pèlerins. Ils prennent les coordonnées et la photo de chacun. Nous sommes tous fichés dans de grands scrapbooks. Nous partons de Juset-d'Izeau le matin. 25 km et bien des collines plus tard, on commence à apercevoir l'imposante cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Le village ne compte plus que 250 habitants. Il en a déjà eu 10 000 lorsqu'il était une colonie romaine qui comptait alors un forum, des temples, un théâtre et un marché. Aujourd'hui, le village vit du tourisme grâce à sa cathédrale, dont la construction a débuté au XIIe siècle. Nous sommes accueillis par Marie dans un bâtiment qui a servi d'accueil pour les pèlerins au Moyen Âge. Nous traversons une région un peu plus montagneuse pour arriver, après 22 km de marche, à Montserrier, petit village de 80 habitants dans le département des Hautes-Pyrénées. Jean-Claude, le maire de la commune, vient nous ouvrir le gîte municipal. Une dizaine de places disponibles, encore une fois, pour nous tout seuls. Aucun commerce dans le village. André, qui a entendu le caquettement des poules sur une propriété privée, va voir la propriétaire pour lui acheter ses œufs. On arrive à Esparos, un petit village de 175 habitants au cœur des baronnies des Pyrénées. Notre hôte nous recommande de réserver rapidement notre place au seul restaurant du village. Il serait, semble-t-il, très fréquenté. On y va tout de suite pour réserver une table. Une heure plus tard, on y retourne pour manger une pizza. Le patron prend notre commande, puis téléphone à son cuisinier pour qu'il vienne préparer notre repas. Un peu plus tard, il téléphone à son serveur pour qu'il vienne déposer la pizza à notre table. On sera les deux seuls clients de la soirée. Je crois qu'on rit encore de nous à Esparos. Nous quittons Esparos et marchons 26 km pour atteindre Bagnères de Bigorre, une ville charmante de 7500 habitants au pied des Pyrénées. Des sources d'eau chaude y ont été découvertes en 28 avant Jésus-Christ par les Romains. Ils y construiront des stations thermales. Aujourd'hui, certains grands établissements thermaux existent encore, mais cette activité joue un rôle de plus en plus restreint dans l'économie locale. Nous logerons au Char en Fleurs. Nathalie et Joris, les autres, Pierre et Sophie, les chats, ainsi que Bernadette et Pamela, les poules, nous accueillent chez eux. Nous passerons une agréable soirée en compagnie de tout ce beau monde. À 24 km de marche de Bagnères se trouve Lourdes, 14 000 habitants. Centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions à Bernadette en 1858, Lourdes accueille chaque année 7 millions de pèlerins ou visiteurs, dont environ 60 000 malades ou invalides. Avec un peu plus de 12 000 chambres, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France après Paris. Nous y resterons 2 journées au gîte La Ruche avec Jean-Louis et son équipe d'hospitaliers. Cette fois-ci, les dortoirs seront remplis. Même sans être croyant, Lourdes mérite d'être visitée.
L'architecture religieuse est spectaculaire, mais ce qui marque le plus est la foi de tous ces véritables pèlerins qui viennent avec leurs malades dans l'espoir d'une guérison. Nous avons fait une de nos rencontres les plus surprenantes à Lourdes. Dans notre chambre se trouvait un Allemand d'une soixantaine d'années qui ne parlait pas un mot d'anglais ou de français. Il se promenait avec une marchette sur laquelle était accroché son sac à dos. Un des pneus de son déambulateur était crevé. Il n'avait aucune idée où il se trouvait ou à quel endroit il se dirigeait. Il n'avait plus de papier et plus d'argent. Il était à quelques 1400 km de chez lui à Francfort et semblait parfaitement de bonne humeur. André lui a servi de guide pendant une soirée pour se rendre à la procession des malades. Sans André, il n'aurait jamais retrouvé le chemin du gîte. Le lendemain, un groupe de pèlerins allemands l'a pris en charge et l'a ramené chez lui en train. Un petit miracle de solidarité. Pour ma part, un autre petit miracle. Mon téléphone, qui avait rendu l'âme quelques jours plus tôt, revient à la vie à Lourdes. Mais j'ai un peu triché. J'ai fait remplacer la batterie chez un technicien. Je n'ai pas osé tremper mon téléphone dans l'eau de Lourdes. Après 2 jours, nous quittons Lourdes pour Asson. Chemin faisant, on traverse le village de l'Estel-Betaram, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le village est traversé par une rivière, le Gave de Pau, qui l'enjambe avec un magnifique pont en arc d'une seule travée, datant de 1687. Le village est un lieu de pèlerinage très ancien. Le chemin de croix est spectaculaire. Chaque station est construite comme une cathédrale miniature. Nous continuons vers Asson, où nous couchons au gîte communal. Cette fois-ci, nous ne serons pas seuls. Un jeune Italien d'une vingtaine d'années nous rejoint. Il transporte un sac à dos immense et veut se rendre à Saint-Jacques pour se remettre dans le droit chemin. Sa femme l'a mis à la porte parce qu'il boit trop et ne travaille pas assez. Son père a préféré fermer son restaurant plutôt que de lui céder. Rien ne va plus, il est donc sur le chemin avec sa Bible, mais au resto, après 3 bières, il vide une bouteille de rouge en quelques minutes. Nous parions entre nous qu'il ne se rendra pas très loin, mais à notre grande surprise, il nous suivra jusqu'à Oloron-Sainte-Marie. À plusieurs reprises le long du chemin, nous avons décidé de ne pas suivre le GR 78. Nous avons souvent préféré emprunter les petites routes de campagne pour se rendre à notre destination. Pourquoi? Parce que le GR empruntait souvent des sentiers forestiers et qu'en forêt on voit des arbres et pas nécessairement le paysage. De plus, le sentier grimpait souvent le long des montagnes, tandis que les chemins de campagne restaient habituellement dans la vallée. Je crois que notre approche est plus proche de celle des pèlerins du Moyen Âge. Je pense qu'ils devaient suivre les chemins de campagne pour se rendre le plus directement possible d'un village à l'autre, et non pas faire du hiking en forêt sur le flanc des montagnes, pour le plaisir de faire de l'exercice et d'affronter les brigands et les bêtes sauvages. À
Après 19 kilomètres dans un décor champêtre splendide, nous arrivons à Rudy, 2200 habitants. Nous couchons à l'accueil Saint-Jacques, entretenu par la paroisse. Le chemin pour se rendre à Oloron-Sainte-Marie est magnifique. Les collines verdoyantes se succèdent à l'infini. L'accueil pèlerin, le relais du Bastet, est presque plein. Ce n'est pas parce que le chemin du Piémont commence à être fréquenté, mais parce que nous croisons un autre chemin, plus connu, la voie d'Arles, qui part d'Arles, passe par Montpellier, Toulouse et Oloron-Sainte-Marie, puis traverse en Espagne par le col du Somport. La voie d'Arles rejoint ensuite le Camino Frances à Puenta l'Arena. Notre jeune Italien continuera sur la voie d'Arles. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses efforts pour remettre de l'ordre dans sa vie. En se rendant vers notre prochaine destination, nous traversons des forêts où on peut observer d'étranges installations, des palombières, où on chasse la palombe, des espèces de gros pigeons, en lançant des raquettes en l'air pour faire descendre les oiseaux et les attraper dans de grands filets. Des caches sont installées à plus d'une dizaine de mètres du sol. Une chasse un peu compliquée. Il n'y a pas d'hôpital à Hôpital Saint-Blaise. Le nom de la commune vient de l'existence, au XIIe siècle, d'un lieu d'accueil des voyageurs et des pèlerins. Un hospital, comme dans hospitalier ou hospitalité. Il ne reste plus rien aujourd'hui de ce bâtiment. La commune entretient quand même un dortoir d'une dizaine de places pour les pèlerins. En quittant Hôpital Saint-Blaise, on commence à apercevoir des affiches en basque, une langue qui ne ressemble à aucune autre. Lorsque j'ai réservé notre gîte à Ordiap, la proprio décrit la maison de la façon suivante. C'est une baraque. Je me dis, on a déjà couché dans un pigeonnier. Cette fois-ci, on va coucher dans un poulailler. Erreur! Pour nous autres, une baraque veut dire une grosse maison. Nous aurons droit à notre plus beau gîte, un appartement avec 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et un grand salon. Et surtout, l'accueil le plus chaleureux de tout le voyage. Le propriétaire, un ébéniste de 79 ans, a fait le chemin jusqu'à Saint-Jacques 5 fois, et ce, après que son médecin lui ait annoncé qu'il ne pourrait plus marcher et qu'il devrait bientôt se résigner à passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. C'est à regret que nous les quitterons, lui et sa femme, le lendemain matin. Le Pays basque est d'une grande beauté. Collines verdoyantes, champs en culture qui épousent le contour des montagnes, grandes maisons blanches. Tout est propre et parfaitement entretenu. On sent bien qu'on entre sur le territoire de gens qui sont fiers de leur pays. Le Pays basque est une région définie par une langue et une culture spécifiques. Son nom basque est Euskal Herria. Son territoire couvre environ 20 500 km², soit à peu près la même superficie que la Gaspésie, et 3 millions de personnes. La majorité du territoire et de la population sont situés en Espagne. Le Pays basque français compte environ 300 000 personnes. Les principales villes du côté français sont Bayonne, Anglet et Biarritz. Les Basques vivent surtout de l'agriculture et du tourisme. À Saint-Just-d'Ibard, nous coucherons à l'auberge du Platane. Encore ici, nous serons les seuls clients.
L'agriculture dans le Pays basque gravite autour de certains produits reconnus pour leur grande qualité. Le fromage de brebis, le porc quintoa, le vin souvent cultivé en terrasse sur les collines et le piment d'Espelette. En arrivant à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un peu le début de la fin. Il nous reste peu de jours avant d'arriver à l'Atlantique. La grande majorité du chemin est derrière nous. Ce village est un des hauts lieux des chemins de Compostelle. Pour bien des pèlerins, il s'agit d'une porte d'entrée sur le Camino Frances. Pour nous, qui sommes habitués à la solitude, la ville nous semble pleine de marcheurs. Nous n'en avons jamais vu autant. En 2017, 33 000 pèlerins ont commencé leur parcours à Saint-Jean-Pied-de-Port, et ça, sans compter tous ceux pour qui cette ville n'était qu'une étape intermédiaire et non pas le début du Camino. La ville doit son nom au fait qu'elle est située au pied du port, c'est-à-dire du col de Roncevaux. La ville est magnifiquement préservée et très agréable à visiter. Un de ses attraits est le pont Notre-Dame, en grès rouge, qui engendre une petite rivière, la Nive. Nous coucherons dans l'accueil de Bidarré. Nous dégusterons dans ce village, au restaurant Iparla, un de nos meilleurs repas du voyage. Et oui, Espelette comme dans Piment d'Espelette. Lorsque nous reprenons la marche, nous pouvons sentir la mer. Le vent du large nous apporte une humidité et une fraîcheur bien différentes de celles des montagnes. Puis, un fil bleu se dessine à l'horizon. C'est l'Atlantique. On est presque rendu. Nous passons la nuit à Asquin, une commune agricole de 4000 habitants, située à quelques kilomètres de notre point d'arrivée, Saint-Jean-de-Luz. Nous allons souper chez un autre marcheur, un des rares que nous avons rencontrés en route, qui dispose, ce soir-là, d'une auberge pour lui tout seul. Nous voici déjà arrivés à destination, l'Atlantique. Nous coucherons 2 jours à Saint-Jean-de-Luz, près d'Andaille au sud et de Biarritz au nord. Nous changeons complètement de décor et d'atmosphère. De la montagne, nous passons à la mer, et de la solitude, nous passons à ce qui nous semble être la foule. Le chemin est terminé. Dans 2 jours, nous prendrons l'avion à Biarritz.
Nous laissons le chemin du Piémont des Pyrénées derrière nous, mais nous emportons des souvenirs qui vont nous accompagner le reste de nos jours.